40 jours de guerre, des dizaines de frappes, le guide suprême assassiné. Et au bout du compte, c'est l'Iran qui a dicté les termes de la paix. Le 7 avril 2026, à minuit et demi, un cessez-le-feu entrait en vigueur entre l'Iran et la coalition américano-israélienne. 40 jours de conflit ouvert s'arrêtaient quelques minutes avant l'expiration d'un ultimatum de Donald Trump. Ce moment, en apparence, ressemble à une sortie de crise classique. Mais si l'on regarde de plus près ce qui vient de se passer, on réalise que quelque chose de beaucoup plus profond vient de basculer. Bienvenue. Si vous cherchez à comprendre le monde dans sa complexité, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant, ça prend 2 secondes et ça soutient un travail de recherche indépendant qui ne cherche pas à vous impressionner, mais à vous rendre plus lucide. Dans cette vidéo, nous allons ouvrir le dossier complet de ce conflit de 40 jours. À l'issue de ce développement, vous saurez qui sont les acteurs, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont obtenu et ce que cet épisode produit comme conséquences concrètes pour l'équilibre mondial. Nous allons d'abord poser le contexte et les origines du dossier. Ensuite, nous allons cartographier les acteurs et leurs positions. Puis, nous entrerons dans les enjeux profonds et les lignes de fracture. Nous tirerons enfin les implications de ce basculement avant de conclure avec une réponse claire à la question centrale de ce dossier. Et cette question, la voici. Le succès de la résistance asymétrique iranienne marque-t-il l'acte de décès définitif de l'hégémonie américaine au Moyen-Orient, au profit d'un ordre multipolaire soutenu par la Chine et la Russie? Nous allons y répondre, non pas avec des opinions, mais avec les faits disponibles, pièce par pièce. Pour comprendre ce qui vient de se jouer, il faut d'abord revenir en arrière et poser les bases. Pas pour faire de l'histoire pour elle-même, mais parce que rien dans ce conflit n'est compréhensible sans son contexte structurel. L'Iran occupe une position géographique d'une importance stratégique exceptionnelle. Le pays borde le détroit d'Ormuz, ce goulot d'étranglement maritime par lequel transite une part considérable des approvisionnements énergétiques mondiaux. Ce n'est pas un détail, c'est le cœur de tout ce qui va suivre. Pendant des décennies, la puissance américaine au Moyen-Orient a reposé sur une logique double. D'un côté, la protection militaire de ses alliés dans la région. De l'autre, le maintien d'un système financier mondial centré sur le dollar, le pétrodollar. Les monarchies du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn, vivaient sous ce bouclier. En échange, elles vendaient leur pétrole en dollars et accueillaient des bases militaires américaines. L'Iran, depuis la révolution islamique, s'est positionné en dehors de cette architecture, et pendant des décennies, il en a payé le prix sous forme de sanctions économiques et d'isolement diplomatique. Ce que l'on appelle communément la menace iranienne a longtemps servi de justification à cette pression, notamment la question du programme nucléaire iranien. Or, c'est ici que le dossier révèle sa première contradiction documentée. Avant le déclenchement du conflit, des rapports d'experts issus notamment de l'Arms Control Association, ainsi que les conclusions des services de renseignement américains eux-mêmes, indiquaient que l'Iran n'était pas en train de se doter de l'arme nucléaire. L'administration américaine a néanmoins utilisé ce prétexte pour justifier l'agression. Ce point mérite d'être retenu car il structure la lecture de l'ensemble des décisions qui ont suivi. C'est dans ce contexte un Iran sous sanction, surveillé, isolé, mais géographiquement irremplaçable que s'ouvre le conflit de 40 jours. Maintenant que le cadre est posé, entrons dans le vif du dossier. Qui sont les acteurs et que voulaient-ils réellement? Commençons par l'Iran. À l'issue de 40 jours de conflit, l'Iran se présente en position de force. Son intérêt fondamental est double: obtenir la levée des sanctions économiques qui l'étranglent depuis des années et obtenir la reconnaissance, au moins implicite, de son hégémonie régionale. La contrainte principale de Téhéran est la reconstruction de ses infrastructures, lourdement endommagées par le conflit. Mais l'Iran arrive à la table des négociations avec quelque chose de précieux. Il a tenu. Le plan de paix iranien en 10 points a été présenté via le Pakistan, et c'est ce plan qui a servi de base aux négociations, non pas le plan américain en 15 points. Ce renversement de la table de négociation est, à lui seul, un indicateur de rapport de force. Les 10 points iraniens couvrent, dans l'ordre, une garantie de non-agression, puis la fin permanente de la guerre, puis un cessez-le-feu au Liban,
puis la levée intégrale des sanctions, puis l'arrêt des combats contre les alliés de l'Iran, puis la réouverture du détroit d'Ormuz, puis l'instauration d'un péage maritime, puis des règles de passage sécurisées, puis le financement de la reconstruction via ce péage, et enfin le partage des revenus avec Oman. Ce plan n'est pas une liste de souhaits, c'est un traité en puissance rédigé par la partie qui a estimé avoir gagné. Il faut aussi s'arrêter sur la question de la succession au sommet du pouvoir iranien. Ali Khamenei a été tué le 28 février 2026 lors de frappes israélo-américaines, avec environ 50 hauts dirigeants, dont Ali Larijani. Le 8 ou 9 mars 2026, l'Assemblée des experts a nommé Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême défunt, pour lui succéder. Un conseil intérimaire a été mis en place autour de trois figures: l'ayatollah Ali Reza Arafi, puis le président Massoud Pezeshkian, puis le chef de la justice. Ce point est décisif, car il contredit directement la lecture américaine. Trump affirmait que le régime iranien avait été tué. Or, l'administration iranienne a continué de fonctionner, de négocier et d'assurer une succession institutionnelle en moins de 2 semaines. Le système s'est révélé plus résilient que ses adversaires ne le prévoyaient. Passons aux États-Unis, sous l'administration Trump. Washington arrive à Islamabad affaibli, non pas militairement anéanti, mais affaibli dans son rapport aux résultats. L'administration a subi ce que plusieurs observateurs décrivent comme une rencontre brutale avec la doctrine militaire iranienne fondée sur les missiles balistiques et les essaims de drones, une doctrine qu'elle semble avoir sous-estimée. La base non interventionnaliste du camp MAGA pousse au retrait. Les NEO conservateurs et les donateurs pro-israéliens poussent à l'escalade. Trump navigue entre ces deux pôles, cherchant une sortie de crise qui préserve une apparence de victoire tout en protégeant l'économie mondiale d'un choc énergétique durable. Prenons un instant pour mettre un visage sur cette tension. J.D. Vance, vice-président des États-Unis. Hostile à la guerre dès le premier jour, il incarne ce courant au sein de l'administration qui considère que l'aventure militaire iranienne est une erreur coûteuse, une guerre choisie par d'autres pour des raisons que la base MAGA ne partage pas. Et c'est précisément pour cette raison que l'Iran a exigé qu'il soit le négociateur principal à Islamabad. Téhéran le jugeait plus fiable que l'entourage direct de Trump, notamment Kushner et Witkoff. Cette exigence iranienne sur le choix du négociateur adverse n'est pas une anecdote protocolaire, c'est une démonstration de la capacité iranienne à orienter les termes du dialogue, y compris dans ses dimensions les plus personnelles. Vance incarne ainsi, dans sa seule présence à la table, le basculement d'une Amérique qui impose ses conditions vers une Amérique qui négocie son retrait stratégique. Maintenant que les positions américaines sont en place, entrons dans les autres acteurs du dossier, ceux qui ont rendu cette séquence possible ou qui en subissent les conséquences directes. Allons maintenant du côté d'Israël. Netanyahou adopte une position radicale tout au long du conflit, visant la destruction totale du régime iranien. Cette posture repose sur une logique que certains membres du gouvernement israélien formulent en termes existentiels et messianiques, visant la destruction des alliés de l'Iran pour assurer l'hégémonie israélienne au Moyen-Orient. Mais Israël se heurte à une contrainte majeure, l'épuisement de ses munitions et les fractures internes autour du service militaire. La trêve du 7 avril n'arrête pas Israël pour autant. Netanyahou considère que le cessez-le-feu ne concerne que les hostilités directes entre Washington et Téhéran et ne lie pas ses propres opérations militaires, notamment au Liban. Le Hezbollah a déclaré cesser ses opérations pour respecter la trêve. Israël, lui, poursuit ses frappes et ses avancées au sud Liban avec des ambitions territoriales précises sur la zone allant jusqu'au fleuve Litanie, bien que la résistance du Hezbollah ait réduit les espérances d'occupation à une bande de 3 à 5 kilomètres. En refusant d'inclure le Liban dans la trêve, Israël affirme une autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis, comme pour signifier que son agenda propre ne s'arrête pas quand Washington signe. Venons-en maintenant aux acteurs que l'on a tendance à laisser en arrière-plan et qui sont pourtant déterminants pour comprendre pourquoi l'Iran a pu tenir. La Russie a fourni à l'Iran des informations radars tout au long du conflit. Ce soutien concret, opérationnel, a contribué directement à la capacité iranienne d'anticiper et de contrer les frappes de la coalition.
Moscou n'est pas un observateur passif de cette séquence. C'est un acteur qui a choisi son camp sur le terrain en livrant un avantage militaire mesurable à l'Iran. La Chine, de son côté, a joué un rôle différent mais tout aussi structurel. En maintenant des débouchés pétroliers alternatifs pour Téhéran, Pékin a permis à l'Iran de contourner les sanctions et de continuer à vendre son pétrole malgré le blocus économique. Sans cette soupape, la pression financière sur le régime iranien aurait été autrement plus sévère. Ce que ces deux soutiens révèlent, c'est que derrière le conflit militaire se joue une coalition structurelle dont Chine et Russie constituent les piliers silencieux et dont l'objectif à terme est bien la confirmation du déclin de l'hégémonie américaine. Les monarchies du Golfe occupent, elles, une position radicalement différente. L'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn sont des victimes collatérales de ce conflit. Leur sécurité reposait sur un bouclier américain qui vient de montrer ses limites de façon très visible. Ces États ont construit pendant des décennies une architecture de sécurité fondée sur la garantie américaine. Cette garantie est aujourd'hui fissurée sans que l'on sache encore par quoi elle sera remplacée. Le Pakistan, troisième acteur de soutien mais dont le rôle est décisif, s'est imposé comme médiateur clé et hôte des négociations d'Islamabad. Ce positionnement n'est pas désintéressé. Islamabad y trouve un intérêt lié à la stabilité de ses frontières et à l'affirmation d'un rôle diplomatique croissant dans une région en recomposition. Enfin, il faut mentionner un acteur par son absence. L'opposition iranienne pro-occidentale, notamment les cercles royalistes, n'a pas réussi à provoquer le soulèvement populaire intérieur que la CIA et le Mossad espéraient. Cette inefficacité sur le terrain est un fait documenté qui éclaire un élément essentiel du dossier. La stratégie de changement de régime par l'intérieur a échoué. Nous avons maintenant les acteurs. Il est temps d'entrer dans les enjeux réels. Et c'est ici que le dossier devient vraiment intéressant, parce que les enjeux réels ne sont pas toujours ceux qui ont été annoncés. Revenons à notre question centrale. Le succès de la résistance asymétrique iranienne marque-t-il l'acte de décès définitif de l'hégémonie américaine au Moyen-Orient? Pour y répondre, il faut d'abord identifier ce qui se joue réellement derrière le bruit des frappes et des communiqués. Le premier enjeu, le plus visible, est la souveraineté territoriale et militaire de l'Iran. Mais le deuxième enjeu, plus structurel, est monétaire. Ce conflit s'inscrit dans une dynamique plus large de accent aigu, dollarisation. L'Iran exige désormais des paiements en yuan ou impose des taxes qui court-circuitent le système financier traditionnel. La taxation du détroit d'Ormuz à 2 millions de dollars par navire ou 1 dollar par baril n'est pas seulement une mesure de reconstruction, c'est une architecture parallèle de souveraineté économique. Si cette mesure se pérennise, elle pourrait représenter 25% du PIB iranien d'avant-crise. Ce que les faits semblent indiquer, c'est que l'Iran transforme son contrôle physique sur les flux énergétiques mondiaux en instrument de pouvoir monétaire. L'arme du pétrodollar s'efface devant le contrôle du robinet lui-même. C'est précisément ici que la métaphore du jujitsu économique prend tout son sens. En filtrant les navires par nationalité et en imposant des redevances, l'Iran contrôle l'approvisionnement de ses adversaires tout en préservant ses alliés. La Chine passe, l'Espagne passe, d'autres paient. C'est une géopolitique du robinet, exercée depuis le détroit le plus stratégique du monde. La deuxième ligne de fracture majeure est interne aux États-Unis. Le camp MAGA, incarné par Vance, prône le retrait. Les NE accent aigu O, conservateurs, et les donateurs pro-israéliens poussent à l'escalade. Cette fracture s'est matérialisée de façon spectaculaire dans la gestion de ce conflit. L'administration américaine a déployé une logique que certains analystes décrivent comme de la gonflette stratégique, c'est-à-dire une démonstration de puissance par l'affichage qui s'est heurtée à l'impréparation logistique réelle et à la méconnaissance de la doctrine militaire iranienne fondée sur les missiles balistiques et les essaims de drones. La rencontre entre cette logique d'affichage et une doctrine de guerre asymétrique réelle a produit un résultat que Washington n'avait manifestement pas anticipé. La troisième ligne de fracture touche les monarchies du Golfe. Pendant des décennies, Riyad, Abu Dhabi, Manama ont fondé leur stabilité sur un postulat simple. Les États-Unis garantissent leur sécurité et ils financent cette garantie. Ce postulat vient d'être ébranlé.
non pas parce que Washington a choisi de les abandonner, mais parce que la démonstration de ses limites militaires et diplomatiques dans ce conflit fragilise objectivement la valeur de la promesse. Ce que cette séquence suggère sans le prouver définitivement, c'est que ces monarchies vont devoir engager une reconfiguration de leur architecture de sécurité, dans un environnement où l'Iran ressort renforcé et reconnu. La quatrième fracture est européenne. L'Union européenne, et la France en particulier, se retrouvent dans une position délicate. D'un côté, elles se disent solidaires de Washington. De l'autre, une partie de leurs opinions publiques et de leurs dirigeants, notamment en Espagne et en Allemagne, dénoncent une agression contraire au droit international. Cette fracture entre solidarité affichée et contestation interne fragilise la cohérence diplomatique européenne à un moment où elle aurait besoin d'une voix claire. Il y a enfin une fracture qui touche au cœur du système iranien lui-même. La stratégie de décapitation menée par la coalition visait à provoquer l'effondrement du régime. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Ali Khamenei est mort le 28 février. En moins de 2 semaines, l'Assemblée des experts avait désigné son successeur. Le système iranien s'est révélé plus bureaucratique et plus résilient que ses adversaires ne l'estimaient. L'assassinat des leaders a radicalisé le pouvoir au lieu de l'effondrer. C'est un résultat inverse à l'objectif affiché et c'est une leçon sur la nature des systèmes de gouvernance non libéraux que certains stratèges occidentaux peinent manifestement à intégrer. Il y a une image qui résume peut-être mieux que toutes les analyses ce qui vient de se passer. L'Iran, avant ce conflit, était un pays sous sanctions, isolé diplomatiquement, dont le régime était régulièrement présenté comme fragile, à bout de souffle, en sursis. 40 jours plus tard, ce même pays a imposé son plan de paix, choisi son interlocuteur, institué un péage sur l'une des voies maritimes les plus stratégiques du monde et assuré une succession institutionnelle en 2 semaines après l'assassinat de son guide suprême. Ce n'est pas le portrait d'un régime qui s'effondre, c'est le portrait d'un système qui a absorbé le choc et qui en ressort avec une position renforcée. Ce constat posé, passons maintenant à ce que tout cela produit concrètement et à la question que vous êtes en droit de vous poser. Pourquoi est-ce que ce dossier me concerne directement? Ce dossier ne concerne pas uniquement le Moyen-Orient. Il concerne directement la structure du monde dans lequel nous vivons et les règles du jeu qui organisent les échanges économiques et les rapports de puissance. La réponse la plus immédiate est énergétique. Si vous faites le plein, si vous payez vos factures d'énergie, si vous achetez des produits manufacturés dont la chaîne logistique dépend du pétrole, ce dossier vous touche directement. Le prix du carburant a augmenté de 30% en Europe depuis le début du conflit. Et la menace d'un baril à 180, voire 200 dollars, si la stabilisation des flux via Hormuz échoue, n'est pas une projection théorique. C'est la conséquence mécanique d'un détroit contrôlé par un acteur qui a désormais les moyens d'en moduler l'accès selon ses propres intérêts. Mais il y a une couche plus profonde. L'Europe entre dans cette séquence sans gaz russe, potentiellement sans accès fluide au pétrole iranien et avec une dépendance aux États-Unis qui vient de se fissurer sous ses yeux. La France, en particulier, est exposée à un risque de co-belligérance via ses accords de défense avec les Émirats. Ce risque n'a pas été largement débattu dans l'espace public français. Il mérite pourtant d'être posé clairement. Dans quelle mesure un accord de défense signé avec une monarchie du Golfe dont le bouclier américain vient de se fissurer engage-t-il Paris dans une architecture de sécurité qu'elle ne maîtrise plus? C'est précisément ce mécanisme de dépendance en cascade que nous avons décortiqué étape par étape dans notre analyse sur les vulnérabilités stratégiques européennes post-Ukraine, et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment de le faire après cette vidéo. Il faut aussi comprendre ce que produit la DE accent aigu dollarisation à ce stade du conflit. L'Iran exige des paiements en yuan. Il impose un péage libellé en dollars par navire, mais orienté vers un financement de reconstruction qui échappe au système financier occidental. Petit à petit, transaction après transaction, le détroit d'Ormuz devient un point de bascule monétaire autant que logistique. Ce que cette lecture suggère, sans le prouver définitivement, c'est que nous ne sommes pas face à un simple conflit militaire régional. Nous sommes face à une recomposition des règles fondamentales du commerce mondial, accélérée par 40 jours de guerre.
Le partage des revenus du péage avec Oman et la mise en place d'un second chenal maritime au nord d'Oman en partenariat avec l'Iran sont des signaux concrets à surveiller. Si ce dispositif se pérennise, il redessine la carte logistique de l'énergie mondiale, avec l'Iran comme acteur central, incontournable et désormais institutionnellement reconnu dans ce rôle. Enfin, il est utile de noter ce que peu de médias ont développé. L'Iran exigeait initialement des réparations de guerre. Le compromis final transforme ces réparations en système de péage destiné à financer la reconstruction. Ce glissement sémantique n'est pas anodin. Il permet à chaque partie d'annoncer un résultat acceptable à son opinion publique. Mais dans les faits, l'Iran obtient un flux de revenus pérenne issu du contrôle d'une voie maritime internationale reconnue par son adversaire. Ce n'est pas une concession, c'est une victoire habillée en compromis. Revenons à notre question de départ. Le succès de la résistance asymétrique iranienne marque-t-il l'acte de décès définitif de l'hégémonie américaine au Moyen-Orient, au profit d'un ordre multipolaire soutenu par la Chine et la Russie? Voici ce que les éléments de ce dossier permettent de dire. L'Iran a imposé son plan de paix en 10 points, rejetant le plan américain en 15 points. Il a obtenu la levée des sanctions, une garantie de non-agression et la reconnaissance de son contrôle sur le détroit d'Ormuz sous forme d'un péage institutionnalisé. Il a résisté à une tentative de décapitation de son régime, assuré une succession en 2 semaines et continué à négocier via ses ministres pendant que Washington affirmait que le régime n'existait plus. Il a imposé son négociateur préféré en la personne de J.D. Vance. Il a exigé et obtenu que les négociations se tiennent à Islamabad, non à Washington. Tout cela est factuel. Ce que cette lecture suggère, sans le prouver définitivement, c'est que l'hégémonie américaine au Moyen-Orient a subi un recul structurel dont il sera difficile de se relever à court terme. Le bouclier américain qui protégeait les monarchies du Golfe est fissuré, la logique du pétrodollar est fragilisée par l'émergence d'un péage orienté vers le yuan sur la voie maritime la plus stratégique du monde. La coalition Chine-Russie-Iran sort renforcée de cet épisode, au moins sur le plan symbolique et diplomatique. Mais plusieurs questions restent ouvertes et elles méritent d'être formulées clairement. Les négociations d'Islamabad ont débuté autour du 11 avril pour une phase initiale de 2 semaines. À ce jour, elles n'ont pas encore produit de résultats publics. Le contenu officiel se limite au cessez-le-feu temporaire et à la feuille de route iranienne en 10 points. Aucun accord détaillé n'a été rendu public. Des violations continues de la trêve sont signalées sur le terrain et Israël poursuit ses opérations au Liban. L'accord reste fragile. La question de la nature du nouveau régime iranien est également posée. Mojtaba Khamenei, nommé guide suprême par l'Assemblée des experts, gouverne avec un conseil intérimaire incluant l'ayatollah Ali Reza Arafi, le président Massoud Pezeshkian et le chef de la justice. Ce régime post-conflit sera-t-il plus modéré, plus radical ou simplement différent? La réponse à cette question déterminera en grande partie la nature des relations entre l'Iran et le reste du monde pour les années à venir. Enfin, l'économie européenne peut-elle survivre à un choc pétrolier durable sans gaz russe ni accès iranien normalisé? C'est peut-être la question la plus urgente pour les auditeurs francophones de cette chaîne et elle reste sans réponse claire aujourd'hui. Ce dossier est dense. Et vous avez maintenant tous les éléments pour comprendre qui fait quoi dans cette séquence et pourquoi. Avant que vous partiez, j'aimerais vous poser une question, à vous qui avez suivi ce développement jusqu'au bout. Parmi les éléments de ce dossier, lequel vous semble le plus sous-estimé par les médias grand public? Le péage d'Ormuz, l'échec de la stratégie de décapitation, la succession de Khamenei, la position de Vance ou autre chose? Dites-le en commentaire. Ces échanges orientent les prochaines analyses. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très vite.